L'océan Atlantique. Une zone de guerre oubliée où s'est déroulée l'une des batailles les plus acharnées de la Deuxième Guerre mondiale. Puis, il y a eu un choc incroyable. Bang! Des sous-marins allemands attaquent des convois de ravitaillement canadiens et britanniques. L'Atlantique nous maintenait en vie. Rien de moins. Sans ce ravitaillement vital, la Grande-Bretagne devra courber les chines et Hitler gagnera la guerre en Europe. C'est une formidable bataille de stratégie, de coups et de contre-coups. Lorsque ces grenades sous-marines explosent, on ressent une terreur absolue. Une course effrénée aux avancées technologiques s'entame. On espérait que ce soit les autres qui se retrouvent à l'eau. On espérait survivre. C'est vrai. Voici la bataille de l'Atlantique. L'issue de la Deuxième Guerre mondiale en dépend. Les sous-marins allemands, appelés également U-boat, deviendront l'une des armes les plus redoutées de la Deuxième Guerre mondiale. La veille de la déclaration de la guerre, le U-30 rôde au nord-ouest des côtes irlandaises. Ses 44 membres d'équipage sont à l'affût avec leurs 11 torpilles. Nous avions prêté allégeance à notre patrie et à notre marine. La Première Guerre mondiale avait pris fin 21 ans plus tôt. C'était à notre tour de nous battre. Ce jour-là, le navire de ligne Athenia quitte la Grande-Bretagne en direction du Canada. Parmi les 1100 passagers se trouvent des réfugiés juifs, comme Marianne Young et son mari. Ils souhaitent s'installer à Montréal pour commencer une nouvelle vie, loin des nazis. Nous avons fui la République tchèque une semaine après l'invasion des nazis et nous ne voulions plus rester en Europe. Je savais que la guerre allait éclater éventuellement, mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit si tôt. Le 3 septembre 1939, la Grande-Bretagne et la France déclarent la guerre à l'Allemagne. Je me reposais sur ma couchette et un camarade m'a réveillé pour me dire que les Anglais nous avaient déclaré la guerre. Je me suis précipité à la salle des communications pour en apprendre plus. On nous a dit de traiter l'Angleterre en ennemi sur le champ. À 16h30, alors que la guerre n'est commencée que depuis 5 heures à peine, le U-30 repère un navire à 400 km au nord-ouest de l'Irlande. Le commandant, Fritz Julius Lemp, est trop loin pour distinguer s'il s'agit d'un navire de guerre. D'après son cap, nous savions qu'il venait d'Angleterre en direction des États-Unis ou du Canada. Nous avons suivi le navire jusqu'à la tombée de la nuit, parce que le commandant ne voulait pas commettre d'erreur. Comme le navire vogue toute lumière éteinte, Lemp présume que l'Athenia est un croiseur marchand armé et il lance l'attaque. Dès que l'obscurité est tombée, nous avons attaqué le navire. Nous avons d'abord lancé 2 torpilles. Los! Les torpilles filent vers l'Athenia à une vitesse de 23 mètres par seconde. Nous étions à la salle à manger. C'était le début du repas. J'étais avec mon mari et son frère.
Nous étions à table, nous mangions de la soupe. Tout à coup, il y a eu une explosion. Il faisait noir et c'était le chaos. J'ai couru à la salle des communications et j'ai entendu l'indicatif d'appel et le SOS de l'Athénia. Il y avait 1100 passagers à bord. J'ai compris immédiatement ce que nous venions de faire. Le commandant du sous-marin sait qu'il vient de commettre une erreur tragique. J'ai enjambé la rambarde. Je tenais la main de mon mari et je lui disais de venir, mais il criait « Les femmes et les enfants d'abord ». Le canot de sauvetage a été descendu et j'ai perdu mon mari de vue. J'étais désemparée. Le navire coulait et mon mari était à bord. C'était affreux. Marianne passe la nuit dans le canot de sauvetage avant d'être secourue. Dès son arrivée en Écosse, elle se met à la recherche de son mari. J'ai lu la liste des survivants et son nom y était. C'était indescriptible. C'est comme si Dieu m'avait béni. Quelques semaines plus tard, Marianne et son mari arrivent finalement à Montréal. Ils ont eu de la chance. Le naufrage de l'Athénia a coûté la vie à 118 passagers. Ce sont les premières victimes des U-boats. Ce navire qui sombre est une démonstration éloquente de la puissance destructrice de cette arme funeste, mais une catastrophe du point de vue de la propagande. Le U-30 tombe en disgrâce. Les gestes posés par la suite bafouent toutes les règles internationales de navigation. À Wilhelmshaven, les officiers sont montés à bord. Ils nous ont réunis dans le compartiment des torpilles et nous ont ordonné de ne rien dire sur cette affaire. L'attaque de l'Athénia a été effacée du livre de bord. Les Allemands ne veulent pas qu'on puisse les tenir responsables, surtout que 28 Américains figurent parmi les victimes. Les États-Unis sont encore neutres. Joseph Goebbels, le ministre de la propagande nazie, déclare que Churchill a délibérément coulé l'Athénia pour convaincre les États-Unis de rejoindre les Alliés. Durant la Première Guerre mondiale, un incident similaire, le torpillage de Lusitania, avait presque convaincu les États-Unis d'entrer en guerre. Et Hitler voulait éviter que cela se produise. Aux États-Unis, les films d'actualité dépeignent l'attaque de l'Athénia comme une atrocité. Winston Churchill attend la réaction des Américains. Il voulait que les États-Unis déclarent la guerre à l'Allemagne. Mais après la Grande Guerre, les Américains ne souhaitent surtout pas participer à une autre guerre européenne. But you're a fight of own battle. I haven't the slightest idea of European affairs. This time America should keep out, and I know I will. Les États-Unis conservent leur neutralité. L'Europe s'incline rapidement devant l'armée allemande. La Grande-Bretagne se retrouvera bientôt isolée. La situation est critique. Il ne reste que 3 semaines de réserve pour certains produits de première nécessité. Devant l'inaction des États-Unis, la Grande-Bretagne se tourne vers le Canada. En Nouvelle-Écosse, les ports tranquilles d'Halifax et de Sydney se retrouvent au cœur de l'une des plus grandes opérations de ravitaillement de l'histoire. Le 10 septembre, sous le gouvernement de Mackenzie King, le Canada déclare la guerre à l'Allemagne. The time has come when, to save our Christian civilization, we must be prepared to lay down our lives for its preservation.
Des milliers de Canadiens affluent dans les bureaux de recrutement pour s'enrôler. Pour moi, c'était une réaction automatique. Le Premier ministre britannique avait déclaré la guerre, et cela signifiait que le Canada devait emboîter le pas. Le pays a un urgent besoin de recrues. En 1939, la Marine royale du Canada n'est guère imposante avec ses quelques navires et ses 3000 marins et officiers. En 1939, nous avions 6 destroyers, 4 dragueurs de mine, et c'était à peu près tout. Les destroyers de la marine canadienne frisaient l'obsolescence. Les navires obtenus de la Royal Navy étaient tout bonnement des rafiaux. Leur mécanique et leur armement faisaient grandement défaut. Et la technologie joue un rôle considérable dans la guerre maritime, surtout en matière de défense. Le contre-amiral Percy Nellis a pour mission de créer une marine moderne. The greatest efforts of the Royal Canadian Navy lie ahead. Therefore, Canada needs every escort ship that can be got. Percy Nellis sert dans la marine canadienne depuis sa création en 1910. Il supervisera l'une des expansions militaires les plus remarquables de l'histoire moderne. 4500 km d'océan séparent le Canada de la Grande-Bretagne. Un terrain de chasse idéal pour les U-boats. La marine britannique est la plus puissante du monde. Et la Grande-Bretagne est convaincue de pouvoir protéger ses navires. Mais elle n'a pas pris en compte la volonté impitoyable et l'ingéniosité d'un homme. En Allemagne, Karl Dönitz, le commandant de la flotte sous-marine, s'est fixé comme objectif de s'attaquer à la Royal Navy pour la détruire. Au cours de la Première Guerre mondiale, Dönitz commandait un U-boat qui a été coulé par les Britanniques. Il a été fait prisonnier et souhaite plus que tout se venger. L'Allemagne n'a plus le droit de construire des sous-marins depuis la fin de la Première Guerre mondiale, mais continue d'en développer en secret. Dönitz réussit à créer une force sous-marine moderne et puissante. Le principal atout de cette flotte est le U-boat de type 7. Un bimoteur diesel lui permet d'atteindre 16 nœuds à la surface. Une vitesse suffisante pour suivre la plupart des navires de charge. Des batteries électriques lui permettent de rester sous l'eau pendant plus de 24 heures. Il est équipé d'un canon de 88 mm, mais ses 11 torpilles constituent son atout le plus menaçant. Au début de la Deuxième Guerre mondiale, Karl Dönitz ordonne à ses U-boats de parcourir l'Atlantique à la recherche de cibles. La Royal Navy fait fi de la menace. On croit qu'une faiblesse inhérente aux sous-marins les mènera à leur perte. Les U-boats ne peuvent se déplacer sous l'eau que pour de courtes périodes. Ils doivent refaire surface pour recharger leurs batteries. À la surface, ils sont faciles à repérer et à détruire. Lorsqu'ils sont submergés, la Royal Navy a entièrement confiance en une innovation technologique anti-sous-marine, l'ASDIC. Développé avant la guerre, ce précurseur du sonar exploite la réflexion des ondes sonores pour voir sous l'eau. Les ondes rebondissent sur les sous-marins et reviennent comme un écho. Plus l'écho s'entend rapidement, plus le sous-marin est proche. Lorsqu'il est assez près, on peut lancer des grenades sous-marines. Les démonstrations des premiers appareils ASDIC ont tellement impressionné Churchill qu'il s'est vanté qu'il les sauverait du danger le plus menaçant. Mais Churchill a sous-estimé ses ennemis. Les commandants des U-boats sont sur le point de donner une douloureuse leçon aux Alliés dans l'art de la guerre sous-marine. Septembre 1939. La Deuxième Guerre mondiale est commencée depuis quelques semaines à peine. Des navires de guerre britanniques équipés d'appareils ASDIC sont déployés dans l'Atlantique. Leur cible, les U-boats. L'un de ces navires est le porte-avions Courageous. Avec ses 48 avions et une vitesse de pointe de 31 nœuds, il s'agit de l'un des fleurons de la Royal Navy. John Cannon se trouve à bord. 2 semaines après le début de la guerre, nous étions en patrouille au sud-ouest des côtes irlandaises, sous escorte de 4 destroyers. Une unité très puissante.
C'était une journée comme les autres. Les pilotes s'exerçaient à décoller et à atterrir. Ils faisaient également des patrouilles. Mais le système ASDIC comporte une faille majeure. Sa portée est inférieure à celle d'une torpille. Au large de la zone de détection, le U-29 rôde. Son commandant est Otto Schuhart. Il aperçoit le Courageous qui manœuvre afin de permettre aux avions d'atterrir. Il saisit l'occasion. Il lance 3 torpilles vers le porte-avions. Los! Je venais de regarder ma montre. Il était 8h moins 4. Puis, il y a eu un choc incroyable. Los! Quelques secondes plus tard, il y a eu une autre torpille et une autre explosion. Les torpilles ont percé 2 énormes trous dans la coque du Courageous. Le porte-avions est condamné. Je me suis rendu sur le pont supérieur et déjà des hommes sautaient à l'eau. Les 2 destroyers qui étaient là ne pouvaient pas s'arrêter pour repêcher les survivants. Parce que s'ils l'avaient fait, ils seraient devenus vulnérables à leur tour. En fait, le destroyer HMS Ivanhoe est à la poursuite d'Otto Schuhart et de son sous-marin à l'aide de l'ASDIC. Le destroyer détecte l'impulsion caractéristique d'un sous-marin. Schuhart fait plonger le U-29 à une profondeur jamais atteinte. Être tout au fond, même sans être attaqué, ce n'est jamais agréable. On espère toujours qu'on pourra remonter le plus tôt possible, sans que le sous-marin ne soit endommagé. L'attaque dure plusieurs heures et prend fin lorsque les 2 destroyers sont à court de munitions. Schuhart a de la chance. Il réussit à s'enfuir. À la surface, John Cannon est dans l'eau depuis 2 heures. S'il veut survivre, il doit atteindre un navire marchand qui passe au loin. Je nageais en direction du Dido. Je nageais depuis très longtemps et j'étais très, très fatigué. Étrangement, et je ne sais pas si les gens peuvent comprendre, je n'avais plus peur de me noyer. J'étais si fatigué que je souhaitais seulement dormir. Tout près de moi, un observateur de la marine nageait. Il a dû s'imaginer que j'avais abandonné. Il s'est mis à crier. « Allez, mon garçon, allez, continue. Ton père et ta mère attendent ton retour à la maison. » Croyez-le ou non, ça m'a redonné vie. Et j'ai continué à nager encore et encore. John survit. Mais des 1260 marins, 518 ont perdu la vie. Avec 2 torpilles, un petit sous-marin a détruit l'un des plus importants navires de la flotte britannique. La Royal Navy a grandement sous-estimé la menace des U-boats. Les conséquences sont dramatiques. Pour éviter d'autres pertes, les 6 porte-avions de la flotte se voient restreindre leurs opérations aux régions où il n'y a pas de risque d'attaque des U-boats. Nous n'étions pas prêts. À l'époque, je ne crois pas que nous avions compris à quel point notre situation était périlleuse. À son retour, Otto Schuhart est accueilli en héros. Dönitz est ravi.
L'attaque lancée par le commandant du U-boat prouve que les sous-marins sont capables de vaincre la flotte britannique. En Angleterre, ce revers sonne l'alarme. Pour contrer la menace allemande, les Britanniques emploient une tactique qui s'est révélée efficace contre les U-boats pendant la Première Guerre mondiale. Les convois. Des navires marchands sont regroupés en une formation compacte défendue par une petite escorte armée. Les avantages tactiques sont indéniables. Les navires qui font route seule ne peuvent pas tous être protégés. Dans un convoi, un grand nombre de navires peuvent être défendus par quelques navires de guerre. Le premier convoi de la guerre, au nom de code HX-1, quitte Halifax escorté par 2 destroyers canadiens. Bientôt, 2 convois par semaine prennent la mer en provenance des ports canadiens qui débordent d'activité. Des centaines de navires marchands sont mis à contribution dans les convois. Leur équipage n'est pas formé de militaires, mais de civils. J'étais comme beaucoup de jeunes hommes. Il me fallait travailler. Et j'ai choisi la mer. Je suis entré dans la marine marchande pour la vie d'aventure des marins. C'était exaltant. Plusieurs viennent du Canada. Ces marins volontaires s'activent, peu importe les conditions météorologiques, pour acheminer à la Grande-Bretagne le carburant, la machinerie et la nourriture dont elle a besoin. J'ai vu un navire s'élever sur la vague, la proue et l'hélice complètement hors de l'eau, et replonger dans la mer. Tout ce que je voyais autour, c'était de l'eau. Les embruns et l'écume formaient de la glace sur les gréements du pont avant. À Noël 1939, le système de convoi tourne rondement. Les U-boats atteignent 110 navires qui font route seule. Mais des 6000 navires qui traversent l'océan en convoi, les Alliés n'en perdent que 4. Dönitz est de plus en plus contrarié par les insuccès des U-boats. Un obstacle l'empêche de réaliser son plan. Il a demandé à Hitler 300 sous-marins, mais il n'en a même pas obtenu 60. Le problème se résume à un manque de U-boats. Nous devons tenter de localiser les convois, puis déclencher une attaque groupée avec tous les sous-marins dont nous disposons. Toutefois, les Allemands se heurtent à un autre obstacle. Les Britanniques contrôlent la Manche et la mer du Nord. Pour atteindre l'Atlantique, les U-boats doivent passer au nord de la Grande-Bretagne. Le périple est donc allongé d'une semaine, ce qui restreint leur autonomie à quelques centaines de kilomètres des côtes de l'Irlande. Mais le cours de la guerre est sur le point de tourner. La déroute des Alliés en Europe donnera à Dönitz une chance de gagner la bataille de l'Atlantique. 1940. Les navires de guerre alliés et les U-boats livrent une bataille désespérée pour contrôler l'Atlantique. L'enjeu est l'avenir de la Grande-Bretagne et l'issue de la Deuxième Guerre mondiale. À la fin du printemps 1940, les armées d'Hitler donnent l'assaut en France. Les Britanniques sont contraints à une retraite humiliante vers Dunkerque. La France capitule. La chute de la France a tout bouleversé. Dès lors, tous les espoirs que le conflit puisse se limiter à une guerre européenne s'évanouissent. En fait, la Grande-Bretagne est au bord du précipice. L'Allemagne est prête à traverser la Manche. La quasi-totalité de la flotte de destroyers canadiens part défendre la Grande-Bretagne. Nous y sommes allés avec probablement toute la marine canadienne. Nous avions 4 destroyers. Je ne crois pas que nous possédions d'autres navires, en fait. Pour Karl Dönitz, le commandant de la flotte sous-marine allemande, la capitulation de la France offre une occasion sans pareille. Après la victoire allemande, il établit des bases sur la côte française. Maintenant, ces U-boats ont un accès direct à l'Atlantique.
L'Allemagne devient alors une puissance de l'Atlantique avec des bases fortifiées sur l'océan. Les sous-marins allemands rejoignent les principales routes maritimes de l'Atlantique en économisant une semaine. Cette position augmente grandement leur temps en service et leur efficacité. Dönitz établit sa base au port de l'Orient et installe son poste de commandement dans une élégante villa avec vue sur le port. Grâce à ces nouvelles bases, tous les navires qui sillonnent l'Atlantique Nord sont à portée d'attaque des U-boats. Ils ont déjà obtenu l'autorisation de Berlin de livrer une guerre sous-marine sans restriction. Ne portez secours à personne, peu importe les conditions météorologiques ou la proximité du rivage. Ne vous souciez que de la sécurité de votre submersible. Nous devons être implacables dans cette guerre. Nos ennemis l'ont déclenchée pour nous détruire. Le reste n'a pas d'importance. Désormais, aucun navire n'est en sûreté. Les convois défendus par des navires de guerre restent la meilleure protection contre les attaques des U-boats. Le vice-amiral Dönitz doit trouver un moyen de surmonter leur avantage tactique. Il élabore une stratégie audacieuse. Si elle fonctionne, elle détruira les voies de ravitaillement vital de la Grande-Bretagne, qui sont l'unique facteur qui l'empêche de sombrer. C'est la stratégie de la meute de loups. L'Atlantique couvre 77 millions de kilomètres carrés. Dans la première phase de la stratégie, Dönitz déploie ses U-boats en longue file pour scruter l'océan. Il maintient un contact radio constant avec les sous-marins. Pour éviter d'alerter les Alliés, les Allemands utilisent une machine cryptographique ingénieuse appelée Enigma. Nous avions maintenant un plus grand nombre de sous-marins dans l'Atlantique. Un ordre du commandement nous demandait d'avertir notre base lorsque nous repérions un convoi et aussi d'attendre avant de l'attaquer. Imaginez tous ces U-boats comme une meute de loups ou de chiens, si vous préférez, tenus par une laisse radio. Chaque U-boat fait un rapport quotidien, parce que ceux qui les suivent à la trace au poste de commandement doivent savoir où ils se trouvent, car ils déplacent les sous-marins sur un tableau. Lorsque Dönitz en donne l'ordre, les U-boats doivent attaquer, mais pas sous l'eau. Ils le font à la surface, où ils sont plus rapides et plus faciles à manœuvrer, et là où les appareils ASDIC ne peuvent les détecter. Le dernier coup de maître consiste à attaquer en pleine nuit, lorsqu'il est quasi impossible d'apercevoir la silhouette élancée des sous-marins à l'horizon. La stratégie de Dönitz est éprouvée lorsque le convoi SC-7 amorce sa traversée de 17 jours du Canada à la Grande-Bretagne. 35 navires sont chargés d'acier et de bois de construction. Plusieurs navires du convoi sont vieux et lents. Les ressources des Alliés sont poussées à l'extrême et un seul navire d'escorte est disponible. C'est la cible idéale pour une meute de sous-marins. « 11 jours plus tard, 2 autres navires d'escorte rejoignent le convoi au nord-ouest de l'Irlande, la portion la plus dangereuse de la traversée. À minuit, le U-48 repère le convoi. Il transmet sa position à Dönitz. Dönitz ordonne aux U-boats en attente de converger vers le convoi. Ils arrivent 2 jours plus tard. Une meute de 5 U-boats passe à l'attaque. À bord du navire à la tête du convoi se trouve Charles Gonsalves. La nuit était éclairée par la lune, alors les commandants des U-boats pouvaient voir les silhouettes des navires, et ils s'en sont donnés à cœur joie.
L'attaque est dirigée par l'as-commandant Otto Kretschmer. Il coulera lui seul 250 000 tonnes de chargement. On le surnommera le loup de l'Atlantique. Les navires escortes ne savaient plus comment réagir. Ils lançaient des obus éclairants pour se réconforter, même si ça ne produisait pas d'effet avec ce clair de lune. J'ai commencé à toucher des navires à l'arrière du convoi. Habituellement, le commandant du U-boat essayait de positionner le sous-marin devant le convoi pour attendre qu'il vienne à lui. Mais les meilleurs commandants allemands, les plus expérimentés, aimaient se retrouver au milieu du convoi et attaquer de là. Pour ces combats très rapprochés, il fallait avoir des nerfs d'acier. C'était une tempête d'éclairs, de bruit et d'explosions quand les torpilles touchaient les navires. Le navire de Charles Gonsalves est coulé par le U-101. J'ai été projeté contre la cloison. J'ai vu beaucoup d'hommes morts. J'ai vite compris que la situation était catastrophique. À sa base de l'Orient, sur la côte française, Karl Dönitz suit les événements en temps réel grâce aux transmissions radio. La plupart des sous-marins cessent leur attaque uniquement lorsqu'ils n'ont plus de torpilles. En une nuit, une vingtaine de navires sont coulés, soit plus de la moitié du convoi. Les navires dans les convois ont l'ordre de ne pas s'arrêter pour recueillir les survivants, sinon ils deviendraient une cible trop facile. Des centaines de marins marchands luttent pour leur survie dans les eaux de l'Atlantique Nord. Il ne fait aucun doute que la marine marchande était vitale pour le pays. L'Angleterre ne pouvait pas se permettre de perdre cette voie d'approvisionnement. Il fallait donc sauver le navire et sa marchandise à n'importe quel prix. Les hommes qui étaient à la mer devaient se débrouiller seuls. Après la disparition de son navire dans les profondeurs, Charles Gonsalves passe la nuit dans l'eau froide avant d'être recueilli. Il est encore d'avis que la Royal Navy aurait pu faire davantage pour les protéger. Il faisait preuve d'une certaine suffisance. Sinon, comment aurait-il pu envoyer un seul destroyer pour protéger un convoi de 35 navires? Automne 1940. Les convois ont désespérément besoin d'un plus grand nombre de navires d'escorte pour les protéger. Winston Churchill, le Premier ministre britannique, demande de l'aide au président américain Franklin D. Roosevelt. Mais Roosevelt a les mains liées. Une élection aura bientôt lieu aux États-Unis et il sait que les Américains ne veulent pas entrer en guerre. Un an après le début de la guerre, Roosevelt ne peut offrir que 50 destroyers de la Première Guerre mondiale. Ces vieux navires sont mal équipés pour affronter les eaux tumultueuses de l'Atlantique Nord et ils sont surtout incapables de repousser les puissants U-boats. C'étaient les pires navires. Ils n'avaient pas été construits pour naviguer dans l'Atlantique Nord. La coque était comme un sous-marin. Elle était submergée la plupart du temps. La situation était désespérée. C'était des boîtes de conserve. Personne ne voudrait embarquer sur l'un de ces navires aujourd'hui. Le Canada en reçoit 6. Malgré ses limites, leur arrivée est accueillie avec joie. La marine canadienne est à bout de souffle. Elle a besoin de tous les navires qu'elle peut trouver. En plus des navires, le Canada a également besoin de les pourvoir en équipage. Littéralement, il n'était pas rare qu'un navire, que ce soit un destroyer ou une corvette, parte en mer avec une grande proportion de l'équipage qui n'avait jamais navigué de leur vie. Il y a un tel manque de personnel que beaucoup de recrues n'ont jamais mis les pieds sur un bateau. Un grand pourcentage des marins arrivaient des prairies. Non seulement ils n'avaient jamais navigué sur l'océan avant, ils ne l'avaient jamais vu. Ce qui s'en approchait le plus, c'était le mouvement du blé dans les champs. Ils confondaient bâbord et tribord, ce qui causait beaucoup de problèmes.
L'inexpérience des marins de la Marine royale du Canada, la MRC, ne passe pas inaperçue chez les Britanniques. Pour les Britanniques, la Marine royale du Canada était associée au cafouillage et à l'incompétence. Elle était tournée en ridicule. Les Britanniques disaient que les lettres MRC signifiaient Marine royale des collisions. Le Canada manque de temps pour entraîner ses hommes et équiper leurs navires. Ce qu'il faut normalement planifier pendant des années doit être réalisé en quelques mois. La marine canadienne entreprend un plan d'expansion monumental pour fournir des escortes aux convois de l'Atlantique qui transportent le ravitaillement vital à la Grande-Bretagne. Un seul type de navire peut être construit aussi rapidement et en quantité suffisante. La corvette. N'importe qui pouvant plier de l'acier et poser un rivet était capable de construire une corvette. C'était une technologie et une conception simple qu'on pouvait produire en série. Il n'était pas nécessaire d'avoir un chantier naval particulier ou des ingénieurs navals très expérimentés pour arriver à en faire flotter une. À la fin de 1940, près de 70 corvettes sont en construction dans les chantiers navals canadiens. Le contre-amiral Percy Ellis a besoin de milliers de recrues pour former les équipages. Churchill qualifie les corvettes de redoutables et bon marché, parce qu'elles ne coûtent pas cher et qu'elles constituent une menace pour les U-boats. Elles sont équipées d'un canon de 102 mm à l'avant et de 2 lance-grenades sous-marines. Ces navires robustes ont d'abord été conçus pour la chasse à la baleine. Leurs moteurs à vapeur éprouvés sont parfaits pour les sprints que demande la chasse aux U-boats. Leur conception élémentaire a toutefois des limites. Les objectifs des corvettes dans la marine étaient assez modestes. Elles devaient servir de navires à tout faire, près des côtes. Personne ne s'attendait à ce que ces navires soient chargés du fardeau de la guerre dans l'Atlantique Nord. Quand la mer se déchaîne, ce sont les équipages qui prennent la pleine mesure des lacunes des corvettes. Le pont était complètement ouvert, comme une grosse baignoire. Les vagues se brisaient sur le pont pendant que l'eau tombait du ciel. Lorsque les corvettes sont arrivées au beau milieu de l'océan, on s'est vite rendu compte que les conditions météo étaient trop extrêmes pour elles. Leur tenue était lamentable. Les hommes étaient souvent trempés des jours entiers. Ils dormaient et travaillaient avec leurs vêtements mouillés. En plus, il faisait très froid et c'était effrayant. Mais à la fin de 1940, les besoins sont si criants que plusieurs corvettes prennent la mer sans être équipées convenablement. Dans certains cas, pour leur donner une apparence de capacité de combat, ils ont installé des poteaux téléphoniques sur le pont pour imiter un canon. Certaines corvettes ont traversé l'Atlantique armées seulement de fusils Lee Enfield. Pour le moment, les corvettes constituent le meilleur espoir de vaincre les U-boats d'Hitler. Au milieu de l'Atlantique, ils doivent combattre les meutes de sous-marins. Peter Koch était du convoi qui a livré le premier engagement décisif entre les corvettes canadiennes et les U-boats. Il faut habituellement 2 navires pour couler un sous-marin. Un qui le détecte et un autre qui lance des grenades sous-marines. On détectait leur présence en faisant des balayages ASDIC qui nous renvoyaient un écho. En filant à toute vapeur vers un convoi attaqué, les corvettes Chambly et Moose Jaw détectent un U-boat. Le Chambly lance des grenades sous-marines. Le U-501 fait surface. En apercevant le sous-marin, le Moose Jaw modifie sa trajectoire pour le percuter. Dans le feu de l'action, le Moose Jaw a asséné un coup oblique. Et alors, la corvette et le sous-marin se sont retrouvés flanc contre flanc. Le commandant du U-boat est sorti de sa tourelle de commandement et a sauté sur le pont de la corvette. Les 2 navires se sont éloignés et l'équipage du U-boat a repris momentanément le contrôle du sous-marin. Après une courte poursuite, le Moose Jaw a épronné le sous-marin qui a coulé. Le commandant du U-501 et les marins qui ont survécu sont faits prisonniers. Malgré ce succès, les corvettes ne peuvent que constituer une mesure provisoire.
Tout au long de l'automne 1940, les meutes de U-boats s'en prennent impitoyablement aux navires des convois qui constituent des cibles trop faciles. La situation est critique. Les réserves de nourriture de la Grande-Bretagne n'ont jamais été aussi basses depuis le début de la guerre. 1940. Les équipages des U-boats qui retournent en France sont accueillis en héros. Après leurs attaques fructueuses contre les convois, ils sont couverts de cadeaux. C'est ce qu'ils appellent die glücklichen Zeiten, les moments heureux. Dönitz est là pour les accueillir. Les sous-mariniers respectent leur vice-amiral. Il encourage une attitude décontractée entre les officiers et leur équipage. Cela contribue à la bonne image publique de la flotte des U-boats. En retour, ces hommes sont prêts à mourir pour leur commandant. Avec les équipages, il ne jouait jamais à l'amiral. Il était des nôtres. À titre d'ex-commandant, Dönitz connaît les conditions difficiles et dangereuses qui prévalent à bord des U-boats. Pour les récompenser de leur travail ardu et de leur dévouement, il s'assure que les équipages ne manquent de rien. Nous étions bien payés et nous recevions toutes sortes de bonus. Nous ne dépensions pas d'argent pendant 4 mois. Au retour, nous recevions une paye pour 4 mois. Nous étions riches. Nous pouvions tout acheter en ville et parfois nous le faisions. Nous dépensions notre argent dans les tavernes et dans d'autres lieux que je préfère ne pas nommer. Il est naturel que les hommes de Dönitz soient choyés. Les équipages des U-boats sont en train de gagner la guerre pour l'Allemagne. En seulement 15 mois d'affrontement, ils ont coulé 2,5 millions de tonnes de marchandises, tandis que la Luftwaffe anéantit les villes et les ports britanniques du Haut-Désert. La Grande-Bretagne est au bord de la défaite. Il gagnait la guerre. Il ne fait aucun doute que nous avons failli la perdre. Ce fut très serré. Tout ce qui sépare les Britanniques de la défaite, ce sont les sacrifices consentis par les marins volontaires. 3-0, submarine. Commencing echo sweep. Red. Certains marins en étaient à leur première traversée et ils étaient tués après seulement quelques jours de service. Il est maintenant plus dangereux d'être marin marchand que de se battre dans n'importe quel autre service des forces armées britanniques et canadiennes. On se disait qu'on n'avait pas peur, que ce ne serait pas nous, que ce serait cet homme ou cet homme, mais jamais nous. On y pensait tout le temps. On ne dormait jamais bien. On ne pouvait pas avoir peur. On espérait que ce soit les autres qui se retrouvent à l'eau. Et on espérait survivre. Quand il y a une guerre, on ne peut pas penser qu'on va perdre. Il faut croire à la victoire. Le bilan des décès des marins marchands dans la bataille de l'Atlantique dépassera 30 000. Si les marins marchands n'étaient pas allés en mer, les navires n'auraient pas pu partir et tout le système se serait effondré. Ils sont les héros méconnus de la bataille de l'Atlantique. La stratégie de la meute de loup de Dönitz connaît un succès incontestable. Hitler décide de lui donner plus de U-boats. Avec les 29 nouveaux sous-marins par mois qu'on lui a promis, Dönitz est encore plus convaincu que l'Allemagne peut gagner la guerre. Pour Winston Churchill, la situation est désespérée. Les sous-marins d'Hitler sont sur le point de forcer la Grande-Bretagne à s'avouer vaincue par la famine. What is to happen if so many of our merchant ships are sunk that we cannot bring in the food we need to nourish our brave people? Les Alliés doivent trouver une contre-mesure pour détruire les meutes de sous-marins allemands, sinon c'est la défaite. Ils mettront bientôt au point une nouvelle technologie, une arme secrète qui pourrait bien changer le cours de la guerre.
1941. La Deuxième Guerre mondiale fait rage. La Grande-Bretagne a besoin du ravitaillement en provenance de l'Amérique du Nord, mais les Allemands coulent les convois dans l'Atlantique. Les équipages d'élite des sous-marins allemands ont détruit 2,5 millions de tonnes de marchandises depuis le début de la guerre. Ils vivent ce qu'ils appellent leurs jours heureux. Ces engins étaient faits pour le combat. Mais cette période de grâce s'achève. Le vent tourne et ce n'est pas en leur faveur. Une grenade sous-marine nous a touchés et les vibrations étaient si terribles qu'il était impossible de bouger. Les survivants racontent. Le navire s'est enflammé. On savait qu'on était menacé. Voici le récit de la guerre des convois. Au début de 1941, Karl Dönitz, le commandant de la flotte sous-marine allemande, est inquiet. Même si ces U-boats coulent une quarantaine de navires alliés chaque mois. Il a cependant calculé qu'il doit en couler 3 fois plus pour vaincre la Grande-Bretagne. Ces meutes de sous-marins ne manquent pas de cibles. Chaque semaine, des convois protégés par des navires de guerre canadiens et britanniques partent du port d'Halifax en Nouvelle-Écosse. Dönitz planifie une offensive majeure pour le printemps. Les attaques seront menées par des as commandants de U-boats, dont l'un des plus célèbres, Günther Prien. Ce maître dans l'art de la guerre sous-marine a coulé 27 navires en 9 patrouilles. À la fin de février, le sous-marin de Prien quitte le port français de Lorient en direction des voies empruntées par les convois dans l'Atlantique. Chaque départ de U-boat est célébré en grande pompe. Au moment du départ, il y avait des acclamations et de la musique. Les femmes nous donnaient des fleurs. Le sous-marin s'est éloigné et dès que nous avons été suffisamment loin des côtes, nous avons jeté les fleurs par-dessus bord parce que nous avions peur qu'elles nous portent malheur. Mais Karl Dönitz et Günther Prien ne soupçonnent pas l'ampleur de la malchance qui plane sur eux. Prien a mis le cap sur le banc de Rockall. Ce rocher isolé se trouve à 320 km au nord-ouest de l'Irlande. L'équipage sait qu'il peut passer plus d'1 mois en mer. Il y avait des préparatifs à faire avant de prendre la mer. Il fallait faire notre testament et avertir notre plus proche parent que nous allions être partis un certain temps sans pouvoir être rejoints. Le 6 mars, Günther Prien repère un convoi. C'est le OB 293 en provenance de Grande-Bretagne. Il se dirige vers le Canada pour s'approvisionner. Il est composé de 37 navires marchands, défendus par 4 navires escortes. Pour avoir l'autorisation d'attaquer, Prien doit d'abord avertir Dönitz par radio, car celui-ci insiste pour contrôler toutes les attaques des U-boats à partir de son poste de commandement en France. Karl Dönitz dirigeait tout le système en utilisant la radio pour contrôler ce que faisaient les sous-mariniers, où ils allaient et comment ils se battaient. Il les réprimandait quand ils n'étaient pas efficaces. Dönitz voulait gérer personnellement tout le théâtre de la bataille de l'Atlantique à partir de son bunker radio. Pour empêcher que les Britanniques décodent leurs messages radio, les Allemands utilisent une machine cryptographique à la fine pointe de la technologie, l'Enigma. Dönitz ordonne à 3 autres sous-marins de rejoindre Prien pour attaquer le convoi. Employant la tactique efficace imaginée par Dönitz, Prien et les autres sous-marins attaqueront à la surface, en pleine nuit. Les commandants les plus téméraires émergeront à l'intérieur du convoi.
Une fois à portée de tir, ils attaquent. Un bruit horrible a retenti, un énorme bang. On l'entend lorsqu'un navire coule. Quand il est compressé, il craque et plie. Et on espère qu'il n'y a plus personne à bord. Les U-boats coulent 4 navires. Mais au lever du jour, force est de constater qu'ils ont payé un prix élevé pour ce succès. 2 U-boats ont sombré. L'un d'eux est le U-47, commandé par l'as des as, Gunther Prien. La mort de Prien bouleverse Dönitz. Prien était la quintessence de l'homme. Une belle personnalité, de l'enthousiasme, de l'énergie et de l'entrain à profusion. Il était entièrement dévoué et il donnait le meilleur exemple à tous ceux qui étaient sous son commandement. Après 3 mois sans essuyer une seule perte de sous-marin, la disparition de 2 U-boats en une nuit porte un coup terrible aux Allemands. Dönitz ne comprend pas comment les Britanniques ont pu avoir le dessus. En attaquant de nuit à la surface, les U-boats devraient être pratiquement invisibles. Ils étaient difficiles à voir. Ce n'était que de minces silhouettes. Le haut de la tourelle n'était qu'à 3 ou 4 mètres au-dessus du niveau de la mer, ce qui n'est pas très haut en pleine nuit sur une mer houleuse. Ce que Dönitz ne sait pas, c'est que les Britanniques peuvent maintenant voir dans l'obscurité, grâce à une innovation secrète. Le radar. Les scientifiques britanniques travaillent depuis 10 ans à la mise au point de cette technologie de détection. Le radar a d'abord été utilisé comme système d'alarme pour repérer les avions ennemis. Les Britanniques en ont conçu une version plus petite, pouvant être installée sur un destroyer. Le radar peut localiser les navires allemands à la surface de l'océan dans un rayon de 16 km. L'appareil utilise les ondes radio. À bord du destroyer, l'opérateur radar envoie des impulsions radio. Ces impulsions se reflètent sur les objets métalliques, tels que la tourelle d'un sous-marin. Quand le signal revient, l'opérateur calcule l'orientation et la distance du navire ennemi. Cette percée scientifique redonne l'avantage aux Britanniques. D'un seul coup, vous savez où se trouve l'ennemi, vous pouvez le voir, et il ignore que vous le voyez. Les Britanniques avaient un net avantage par rapport à l'ennemi. Ils bénéficiaient d'une vision nocturne électronique alors que les Allemands n'avaient que des jumelles. Pour les Britanniques, cette percée arrive à un moment crucial. L'île est assiégée. La pénurie de vivres affecte toute la population. Avant la guerre, la Grande-Bretagne importait 59 millions de tonnes de nourriture et de matières premières chaque année. Les attaques des U-boats ont pratiquement coupé ces importations de moitié. Dönitz est persuadé qu'il peut arrêter complètement les convois, mais le haut commandement l'en empêche. En mars 1941, il n'a que 96 U-boats à sa disposition, alors qu'il soutient depuis toujours qu'il en a besoin de 300 pour triompher des convois. Il n'obtient pas la puissance de feu qu'il souhaite, car Hitler est convaincu que les cuirassés sont les navires clés de la victoire. Hitler était comme n'importe quel gars moyen qui se trouverait dans un musée devant un modèle de cuirassé et un modèle de U-boat. À l'instar d'Hitler, il préférerait sans doute le cuirassé parce qu'il est fasciné par sa puissance brute. Néanmoins, Dönitz est convaincu que l'argent serait mieux investi dans la construction de U-boats. Il croit que s'il avait suffisamment de sous-marins, il gagnerait la guerre contre les convois. Il est sur le point d'avoir l'occasion de le prouver.
en mars 1941. La force sous-marine allemande demande à 3 de ses meilleurs commandants de sous-marins de patrouiller dans l'Atlantique à la recherche de proies. Il s'agit de Joachim Schepke, Otto Kretschmer et Fritz Julius Lemp. À eux 3, ils ont déjà coulé près de 100 navires. Le 15 mars, Lemp repère le convoi HX-112 à 650 km des côtes de la Grande-Bretagne. Plusieurs de ces 41 navires sont des pétroliers qui transportent de l'essence, du kérosène et du pétrole brut. N'importe quel navire ennemi constituait une bonne cible. Mais le gros lot en fait de cible, c'était les pétroliers, bien sûr. Ignorant que les Britanniques utilisent leur radar, les 3 As positionnent leurs sous-marins pour l'attaque. Dans l'obscurité, Kretschmer se faufile à l'intérieur du convoi. Au cours d'une formidable démonstration de guerre sous-marine, il coule 5 navires en 1 heure. Schepke s'approche et attaque à son tour. Mais un destroyer britannique le détecte grâce à son système radar. Une fois repérés, les U-boats sont vulnérables aux tirs des navires et doivent plonger pour se mettre à l'abri. Quand nous avions de la vitesse, la plongée se faisait très vite. Nous descendions aussi vite que possible. Nous avons réussi à plonger en moins de 30 secondes. Sous l'eau, les U-boats ne sont pas invincibles. Les Britanniques utilisent leur sonar pour les localiser. L'équipage du sous-marin ne peut qu'attendre et prier. À la surface, le destroyer britannique lance une série de grenades sous-marines au-dessus de l'endroit où semble se cacher le sous-marin. Chaque charge contient 136 kg d'explosifs de grande puissance et est programmée pour détonner à une profondeur prédéterminée. Il y avait 2 lanceurs de grenades sous-marines à l'arrière du navire. On lançait quelques grenades programmées pour une certaine profondeur, puis on en lançait d'autres à une profondeur moins grande. Comme ça, le sous-marin était pris en sandwich entre les grenades qui explosaient en même temps. C'est assourdissant. Je n'avais jamais entendu un tel bruit de ma vie. Jamais. C'est unique. Vous savez, le son voyage très bien dans l'eau. Un bruit incroyable. Incroyable. Pendant l'attaque du convoi HX-112, le U-boat de Schepke est lourdement endommagé par les grenades sous-marines. Il n'a d'autre choix que de vider ses citernes de ballast et refaire surface. Il est alors repéré par un destroyer britannique qui l'éperonne. Schepke et 37 hommes d'équipage sombrent au fond de l'océan. Les navires d'escorte partent à la poursuite des autres U-boats. Ils retrouvent rapidement Otto Kretschmer. Des grenades sous-marines endommagent également son U-boat. Il réussit à remonter à la surface, mais il doit abandonner son sous-marin. Il est capturé vivant. Kretschmer et son équipage sont ramenés à Liverpool. Les services de propagande britanniques jubilent.
Otto Kretschmer, Joachim Schepke et Gunther Prien étaient des stars. Vous savez, les joueurs vedettes que tout le monde souhaite avoir dans son équipe. Ils étaient les meilleurs de toute la flotte sous-marine. 2 ont été tués et le 3e capturé. L'organisation a été décapitée, c'était un revirement total. En 10 jours, Dönitz a perdu 3 as de sa flotte. Des hommes expérimentés qu'il aura du mal à remplacer. Mais il refuse de croire que les Britanniques ont développé une technologie qui les avantage. Il jette plutôt le blâme sur les espions. D'une façon ou d'une autre, l'ennemi a obtenu de l'information sur le lieu de l'attaque. J'ai donné des ordres pour que le nombre de personnes informées des opérations des U-boats soit réduit au minimum. L'incapacité de Dönitz à admettre que les Alliés ont inventé le radar est une erreur coûteuse. Néanmoins, le pire reste à venir. Une découverte inattendue des Britanniques changera le cours de la guerre. Printemps 1941. 306. Après un lent départ, les Alliés semblent prendre le dessus dans l'Atlantique. L'Allemagne a perdu 3 de ses meilleurs commandants de U-boat. Mais Fritz Julius Lemp a échappé au carnage jusqu'au 9 mai 1941. Ce jour-là, Georg Oegel était son opérateur radio. Nous avons touché 2 navires du convoi. Au 3e tir, il y a eu une défaillance d'une torpille. Ensuite, le destroyer s'est approché de nous. 500. Entfernung 500. David Baum était à bord du destroyer. Ils ont torpillé 2 navires et nous nous sommes dirigés immédiatement où nous pensions que se trouvait le U-boat. Nous avons lancé des grenades sous-marines. Notre attaque a été très efficace. J'étais dans la salle de détection sonore et j'ai entendu un bruit métallique. J'ai dit à l'officier marinier, « Fritz, ils nous ont coincés. » Die haben uns am Wickel. Les vibrations étaient si terribles qu'il était impossible de bouger. Nous ne pouvions pas nous enfuir. Alors Lemp a donné l'ordre de remonter à la surface. Une fois hors de l'eau, nous recevions des tirs de tous les côtés. Nous avons ouvert le feu avec toutes les mitrailleuses. Les Allemands ont dû avoir très peur parce qu'ils sautaient par-dessus bord. J'ai vu Lemp sur la tourelle de commandement qui criait en gesticulant « Sortez, sortez tous !» Moi et l'autre opérateur radio lui avons demandé ce qu'il fallait faire avec les machines secrètes. Il a dit de tout laisser en place et de sortir. Il voulait sauver tous ses hommes. Lemp et son équipage abandonnent le sous-marin. Mais ils constatent, horrifiés, que le U-boat ne sombre pas. Le sous-marin était abandonné à environ 200 mètres de nous. Mon commandant m'a demandé d'aller à bord pour prendre les choses utiles. Nous nous sommes rendus à la rame. J'ai marché sur le pont en pointant mon revolver. Toutes les écoutilles étaient ouvertes. Je ne pouvais pas savoir s'il y avait toujours des Allemands à bord. C'était effrayant, parce que j'avais besoin de mes 2 mains pour descendre l'échelle verticale. J'ai dû ranger mon revolver pour le faire. Je suis arrivé dans la salle de commande. Tout était silencieux. Il n'y avait pas un sous-marinier allemand. J'ai dit à l'équipe d'arraisonnement
que la voie était libre. Nous avons fouillé le U-boat et notre découverte la plus importante a été la machine Enigma et le livre de code. Enigma machine. Sur place, David Baum ne se rend pas compte de la signification de sa découverte, mais elle pourrait changer le cours de la guerre. Les machines Enigma servent à encrypter tous les messages radio entre Dönitz et ses U-boats. Le corps de Lemp, l'as des U-boats, ne sera jamais retrouvé. Par un coup de chance, les Britanniques ont trouvé la clé pour décrypter les codes secrets de la marine allemande. 4 jours plus tard, la machine se retrouve à Bletchley Park, le quartier général des services du renseignement. Dans l'espoir de percer tous les secrets de Dönitz, les meilleurs cerveaux de Grande-Bretagne s'attellent à la tâche. Selon les spécialistes, ce service du renseignement a raccourci la guerre de 2 ans, ce qui a sauvé un nombre incalculable de vies. Enfin, des cryptographes comme Gene Valentine peuvent déchiffrer les messages radio des U-boats. C'était absolument vital de connaître les objectifs de l'ennemi, de savoir où se trouvaient les navires et ce qui allait arriver à tel ou tel moment. Je crois que Bletchley Park a joué un rôle déterminant à cet égard. Les messages décryptés sont envoyés au centre névralgique des convois alliés de l'Atlantique, le commandement des approches ouest à Liverpool. Les Britanniques peuvent enfin déterminer la position des U-boats et dévier les convois afin de les éviter. Grâce au code Enigma et au radar, l'équilibre des forces penche maintenant du côté britannique. Ils peuvent espérer qu'un plus grand nombre de convois arriveront à bon port pour soutenir l'effort de guerre. Pour la première fois de la guerre, les Britanniques ont vraiment une emprise sur les mouvements de la flotte des U-boats. Cela leur confère un avantage dont ils tireront profit le reste de l'année. Pendant ce temps, Dönitz croit que le code Enigma est toujours indéchiffrable. Je ne crois pas que les communications radio ont déclenché les actions de l'ennemi. Le décryptage du code est une excellente nouvelle pour la Marine royale du Canada, à bout de souffle. Au printemps 1941, les Canadiens acceptent de protéger la portion ouest de la route maritime des convois. Les navires qui font le long trajet entre Terre-Neuve et l'Islande sont maintenant escortés principalement par des navires du Canada. Les Canadiens ont besoin de toute l'aide possible. Le code des sous-marins allemands a été décrypté et l'information obtenue leur permet de naviguer en esquivant les positions ennemies. C'est un avantage opérationnel et tactique formidable, parce que la marine canadienne évite des engagements qui se seraient probablement soldés par des défaites. Les convois évitent plus souvent les meutes de U-boats, mais d'autres dangers les guettent dans l'océan. Il n'y a aucun autre endroit, dans n'importe quelle bataille ou campagne livrée pendant la Deuxième Guerre mondiale, où il a fallu faire passer un convoi dans le brouillard, entre les icebergs, et échapper à des meutes de sous-marins. C'est un environnement très complexe. Les Canadiens guident des dizaines de navires marchands vieillissants sur une mer déchaînée et sujettes aux pires tempêtes. Les vagues étaient plus hautes que le mât du navire. On les voyait arriver et on se disait qu'elles allaient nous submerger. Le navire tanguait comme ça et touchait l'eau, puis il remontait un peu. On se demandait s'il allait revenir à une position normale. Au milieu de l'été, les Canadiens ont escorté à bon port des centaines de navires dans ces eaux périlleuses. Mais le vent tournera à nouveau. Malgré le décryptage du code Enigma, les meutes de sous-marins allemands n'ont pas dit leur dernier mot. Elles sont sur le point de lancer l'une des attaques les plus dévastatrices de la guerre contre un convoi canadien. Été 1941.
La marine canadienne éprouve de graves difficultés. Pour remplir ses lourdes obligations dans l'Atlantique, plusieurs navires d'escorte prennent le large sans équipement adéquat. La plupart des navires britanniques sont dotés de radars modernes. Mais peu d'appareils ont fait leur chemin jusqu'aux navires canadiens. En 2 mots, la raison pour laquelle il a fallu tant de temps aux Canadiens pour avoir l'équipement nécessaire est que les Britanniques s'occupaient d'abord de leurs navires. Ce qui est logique, en fait. Beaucoup d'équipages canadiens doivent se contenter de technologies primitives. La plupart des navires n'avaient que des jumelles du type qu'on utilise pour observer les oiseaux. La liste des choses qui manquaient sur les navires était très longue. Ils avaient des grenades sous-marines qu'ils peuvent faire exploser s'ils trouvent un sous-marin ennemi. Et ils ont un canon de base. C'est tout. La marine a du mal également à trouver des hommes pour constituer les équipages. En 2 ans, la marine est passée de 6 navires en état de combattre les U-boats à 70. Mais elle manque cruellement de marins adéquatement formés. Si les Alliés veulent gagner la guerre, une nation doit venir se battre à leur côté. Les États-Unis. Les États-Unis ont la plus grande économie du monde et le ton des discours du président Roosevelt se durcit. No nation can appease the Nazis. No man can tame a tiger into a kitten by stroking it. Mais le peuple américain ne souhaite pas se battre contre Hitler. We want no war. We'll have no war. Les Américains aiment-ils Hitler? Non, en grande majorité. Le considèrent-ils comme dangereux? Oui, en grande majorité. Sans aller plus loin dans les détails, la question qu'on se pose alors, c'est: devrions-nous participer à la guerre contre l'Allemagne? Là, c'est un non catégorique. Ils donnent encore cette réponse aussi tard qu'à l'automne 1941. Sans l'aide des Américains, la Marine royale du Canada repousse ses limites pour protéger les navires dans l'Atlantique. 1,500 yards. 1,400 yards. Alors que les Canadiens sont précipités dans la bataille sans expérience, les équipages des sous-marins allemands sont constitués de marins parmi les mieux formés au monde. Le 30 août 1941, le convoi SC-42 quitte Sydney en Nouvelle-Écosse pour un périple de 2 semaines et demie jusqu'en Grande-Bretagne. Les navires transportent entre autres 22 000 tonnes de céréales pour nourrir les Britanniques. Peter Cock est à bord du Skeena, un destroyer canadien. Le convoi SC-42 était composé de 60 ou 70 navires. Le destroyer Skeena était devant et il y avait 3 corvettes en plus. Au départ, les messages Enigma décodés indiquent qu'une meute de U-boats est en train de se former. Les Britanniques alertent le convoi, mais celui-ci ne peut changer son itinéraire car il est au beau milieu d'une terrible tempête. Je voyais la proue des navires s'enfoncer dans l'eau. C'était épouvantable. À 16 ans, Ted Hodgson est apprenti sur le navire marchand Ketty. C'était un convoi lent. Certains navires ne pouvaient pas dépasser 7 nœuds, ce qui signifiait qu'en cas de mauvais temps, nous étions littéralement stationnaires. Après 10 jours de traversée, le convoi sans défense se retrouve entre les crocs de la meute de U-boats. Avec ses 17 sous-marins, c'est une embuscade des plus menaçantes. Les Allemands ont déjà attaqué quelques convois escortés par des Canadiens, mais sans grand succès. Ils assaillent le SC-42 dans la région la plus éloignée des renforts. La flotte d'escorte manque d'expérience et d'équipement, en plus d'avoir des problèmes de communication. Les sous-marins sont nettement supérieurs.
Le 9 septembre 1941, les U-boats attaquent le premier navire marchand. Habituellement, le premier signe d'une attaque était le torpillage d'un navire. C'était généralement un navire marchand parce que les escortes étaient plus rapides. Notre tour venait après. On a entendu l'explosion. Et le navire s'est enflammé. On savait qu'on était menacé. Parce que si un sous-marin était d'un côté du convoi, les navires d'escorte se ruaient sur lui. Alors un autre sous-marin arrivait du côté opposé. Sans arrêt, les navires étaient touchés à quelques minutes d'intervalle. Parce que les sous-marins n'avaient pas peur de nous. Une corvette ne pouvait pas aller aussi vite qu'un sous-marin à la surface. Dönitz a ordonné à 3 U-boats supplémentaires de s'approcher. Dès qu'ils le peuvent, ils se lancent à l'attaque. Ils arrivaient les uns après les autres. Les Britanniques nous envoyaient des messages pour nous avertir qu'il en arrivait encore d'autres. Ensuite, ils sont devenus téméraires. Ils frappaient à la surface, en plein jour, en se faufilant entre les files de navires qu'ils attaquaient avec leurs torpilles et leurs canons. Pendant 3 jours, les U-boats poursuivent leur attaque impitoyable. Ils coulent 15 navires et tuent plus de 200 marins, soit près du tiers des équipages du convoi. À un moment, il y avait plus de rescapés sur la corvette que de membres d'équipage. Où pouvions-nous les installer? Nous n'avions pas de vêtements pour eux. Ils étaient recouverts de pétrole. Nous n'avions plus de nourriture. Ils mouraient parce qu'ils avaient avalé du pétrole. Nous les enveloppions d'un drap avant de les lancer par-dessus bord. Il s'agit de l'une des pires attaques de convoi de 1941. 70 000 tonnes de marchandises sont perdues. S'ils continuent de subir des pertes aussi importantes, les Alliés ne pourront pas remporter la guerre. Les Alliés ont besoin de l'aide des États-Unis qui ne veulent pas de cette guerre européenne. Mais les Allemands vont bientôt les faire changer d'avis. En octobre 1941, la flotte de Dönitz compte 187 sous-marins. Le commandant ne sait toujours rien du radar des Britanniques, ni du décryptage du code Enigma. Mais avec un si grand nombre de sous-marins, sa supériorité est indéniable contre les convois. Il reste un espoir pour la Grande-Bretagne et le Canada, puisque les États-Unis s'engagent un peu plus. Bien que Roosevelt refuse de déclarer la guerre à l'Allemagne nazie, il expédie déjà des marchandises vitales en Grande-Bretagne. Il s'enhardit et s'entend avec Churchill pour protéger ses convois en provenance des États-Unis avec des navires de guerre américains. La théorie mise en pratique en septembre 1941 était que les Américains allaient escorter leurs navires jusqu'en Islande et que tous ceux qui désiraient se joindre au convoi étaient les bienvenus. Et Dönitz ne peut rien faire pour les arrêter. La frustration de Dönitz était très compréhensible. Les États-Unis aidaient énormément l'Angleterre en expédiant des marchandises et en escortant les convois dans une certaine mesure. Hitler refuse d'approuver les attaques contre les navires de guerre américains pour une raison fondamentale. Hitler était en train d'essayer de vaincre l'Union soviétique. La dernière chose dont il avait besoin à l'été et à l'automne 1941, c'était d'avoir à déployer ses ressources contre les Américains. À contre-cœur, Dönitz ordonne à ses U-boats de ne pas attaquer les navires américains. Mais il y en a tant dans la zone de conflit qu'une catastrophe est inévitable. Le 31 octobre 1941, le convoi HX-156 tombe dans les griffes d'une meute de U-boats à l'affût. Le convoi est défendu par 5 navires de guerre américains
dont le destroyer USS Reuben James. J'avais le quart de minuit à 4 heures. Après mon service, je suis descendu me laver. À 5h25, le commandant de U-Boat, Erich Topp, aperçoit un navire qui escorte un convoi. C'est le Reuben James. Topp ignore qu'il est américain. Il lance 2 torpilles. Je me suis lavé, je suis allé me coucher, et la torpille nous a frappés. Elle a dû briser la quille. Tous ceux qui étaient à l'avant du navire ont disparu. L'arrière n'a pas sombré avant 15 ou 20 minutes. Nous avons dû sauter de l'autre côté. Le Reuben James coule, emportant avec lui 115 marins américains. En Grande-Bretagne, Churchill est informé et comprend que c'est probablement le moment qu'il attendait depuis longtemps. Sans nul doute, Churchill a été enchanté et même soulagé. Il voulait que les États-Unis déclarent la guerre à l'Allemagne. Des incidents survenaient dans l'Atlantique et je crois qu'il aurait été très heureux qu'un tel incident pousse les États-Unis à entrer en guerre. C'est alors que Roosevelt fait quelque chose d'inattendu. Absolument rien. C'était bel et bien un incident. On peut dire sans se tromper que les Britanniques ont probablement cru qu'il entraînerait une réaction. Mais Roosevelt n'était pas prêt. Ou alors il considérait que pour les intérêts des Américains, ce n'était pas le moment d'entrer en guerre. Rien ne semble pouvoir remettre en cause la décision des Américains. Même si les Alliés ont de meilleures chances d'esquiver les attaques des sous-marins grâce au décryptage du code Enigma et au radar, Dönitz peut maintenant compter sur 200 sous-marins. Il est virtuellement impossible de les éviter. Comme les États-Unis restent à l'écart, les Alliés ont besoin de nouvelles stratégies pour protéger les convois, sinon ils risquent de perdre la guerre. 1941. La bataille de l'Atlantique se poursuit. Les Alliés doivent trouver une solution à la menace des U-boats. Ils font appel à une vieille tactique qui vise le talon d'Achille des sous-marins. Ces sous-marins n'étaient pas comme ceux d'aujourd'hui, qui ont la capacité de rester sous l'eau très longtemps. Un sous-marin à la surface est un navire des plus vulnérables. Un seul coup tiré par une mitrailleuse ou un canon était suffisant pour le condamner. Les Britanniques savent que les U-boats sont vulnérables aux attaques aériennes. Ils ont tenté d'exploiter cette faiblesse au début de la guerre, mais la leçon a été douloureuse lorsqu'un seul sous-marin a coulé le porte-avions Courageous et tué 500 hommes. La Grande-Bretagne ne peut pas se permettre de perdre un autre porte-avions pour protéger les convois. Au début de la guerre, les Britanniques se sont servis des porte-avions contre les U-boats et les conséquences ont été désastreuses. Ils ont compris bien avant le début de la guerre qu'un navire qui pouvait transporter des avions serait un atout indéniable dans les batailles navales. La solution britannique est simple et radicale. Ils prennent un navire marchand allemand qu'ils ont capturé, le Hanover, le dépouillent de ce qu'il recouvre pour y installer un pont d'envol. La conversion ne prend que 5 mois. Le résultat, un porte-avions miniature pouvant accueillir 6 avions. Les Britanniques le rebaptisent Audacity. C'est le tout premier porte-avions d'escorte. À 22 ans, le pilote Eric Brown est l'un des premiers à atterrir sur le navire.
Je n'avais jamais vu de porte-avions de ma vie. Mais certains des pilotes de l'escadron avaient déjà opéré à partir d'un grand porte-avions comme le HMS Ark Royal. Ils ont eu un choc quand ils ont vu la taille de l'Audacity. La première fois que je me suis approché pour atterrir, j'ai eu l'impression que c'était une boîte d'allumettes flottante. Atterrir sur son pont de 140 mètres constitue un défi de taille pour les pilotes. Mais une fois dans les airs, ces avions se révèlent une terrible menace pour les U-boats. Le commandant ou l'officier de quart doit prendre une décision. Est-ce que j'attaque l'avion? Est-ce que j'appelle l'équipe du canon? Est-ce que je plonge pour m'enfuir? Est-il trop près pour ça? Me rejoindra-t-il avant que je sois sous l'eau? La première mission de l'Audacity est la protection des convois qui font la navette entre Gibraltar et Liverpool. Le 14 décembre 1941, l'Audacity quitte le port de Gibraltar avec un convoi de 32 navires. Les premiers jours se passent sans problème. Chaque matin, à l'aube, 2 avions s'envolaient du navire. Ils partaient, en général, dans 2 directions opposées, à la recherche de U-boats. Grâce au soutien des patrouilles aériennes, les escortes du convoi éliminent 3 U-boats. Mais 8 jours après le départ, un autre U-boat repère l'Audacity. J'ai atterri le dernier, à la tombée de la nuit. J'étais au carré des officiers en train de boire un café quand la première torpille nous a touchés. Elle a frappé la poupe et a cassé le gouvernail. Ils ont lancé 2 autres torpilles qui ont complètement détruit la proue du navire. Je suis descendu 2 ponts plus bas, par une échelle. J'ai compris que je ne pouvais pas aller plus loin et j'ai sauté à l'eau. Ensuite, le porte-avions a coulé très rapidement. Même s'il a coulé, le porte-avions d'escorte a infligé de lourdes pertes à la flotte sous-marine allemande. Karl Dönitz, le commandant de la flotte des U-boats, en est parfaitement conscient. Le bilan n'est pas reluisant. L'Audacity a été coulée par le U-751. Mais nous avons détruit seulement 2 navires du convoi pour 5 U-boats perdus. Voilà la solution. Amener des avions tactiques en mer sur un bateau que l'on peut sacrifier. L'Audacity a montré la voie à suivre. Comme la construction des petits porte-avions est simple et peu coûteuse, les Britanniques peuvent facilement les remplacer. Ils construisent donc d'autres porte-avions de ce type pour protéger les convois. L'héritage de l'Audacity, c'est que c'était le premier porte-avions d'escorte opérationnel au monde. Stratégiquement, il a complètement transformé les opérations aéronavales. À la fin de 1941, les avions révolutionnent la bataille entre les convois et les U-boats. Au même moment, 11 000 kilomètres plus loin, de l'autre côté de la Terre, un événement déterminant vient de se produire. Un événement qui aura un impact certain sur la bataille de l'Atlantique Nord. Le 7 décembre 1941, les Japonais bombardent Pearl Harbor. Quatre jours plus tard, Adolf Hitler déclare la guerre aux États-Unis. Dönitz est finalement libre d'attaquer les navires américains. Dans quelques mois, il aura 300 U-boats à sa disposition. C'est la quantité qu'il a toujours cru nécessaire pour anéantir le système des convois. La guerre entre dans une phase encore plus meurtrière. L'Allemagne mise sur ses U-boats, tandis que la Grande-Bretagne et le Canada peuvent maintenant compter sur les Américains. La bataille s'étendra à la côte est du Canada et des États-Unis. Karl Dönitz en profitera pour donner une douloureuse leçon à la marine américaine dans l'art de la guerre sous-marine.